Salut les joueurs, dans cette vidéo on va voir comment jouer à Twilight Inscription, un 4X spatial en mode roll and write, ou bien un rouler gribouille en français, pour 1 à 8 joueurs dont l'auteur est James Kniffen et c'est édité chez Fantasy Flight Games. Alors, avant de commencer les explications, il faut savoir que le mode solo et 2 joueurs ont des règles spécifiques que nous verrons en fin de vidéo. Les règles suivantes ne concernent donc que les parties à 3 joueurs et plus. Au niveau du matériel, on commence par les fiches joueurs. Chaque joueur prendra un exemplaire de chaque, à savoir une navigation, une expansion, un affrontement et une industrie qui seront placées de cette manière. Alors attention, ces fiches sont double face. Si vous préférez avoir de la variété et des opportunités uniques, utilisez les faces A qui sont toutes différentes. En revanche, pour un jeu symétrique dans lequel tous les joueurs ont les mêmes opportunités, utilisez la face B. Pour une première partie, il est plutôt conseillé d'utiliser cette dernière. L'indicateur de face A ou B se trouve dans le coin jouxtant le nom de chaque fiche. Vous aurez ensuite un paquet de cartes factions que vous mélangerez bien. Distribuez 3 de ces cartes à chaque joueur, ces derniers en choisiront une qu'ils placeront à côté des fiches et remettront les autres dans la boîte. Elles ne serviront pas pour le reste de la partie. Alors attention, si la carte choisie comprend un texte mis en place, il l'applique immédiatement. Pour une première partie, il est conseillé de jouer avec les factions suivantes. Les Émirats d'Akan, les Sardak Nord, les Arborek, le Nomade, les Winnu, la coalition Mantak, la fraternité de Yin et la baronnie de Letnef, mais rien ne vous y oblige. Vous aurez ensuite la fiche Mechatolrex. Celle-ci est double face, une pour le mode solo et 2 joueurs, et l'autre pour les parties à 3 joueurs et plus. Vous placerez cette dernière au centre de la table. Il y a également un paquet de cartes projet avec 3 dos différents, stade 2, 3 et 4. Vous mélangerez séparément chacun de ces paquets, puis vous placerez une carte de chaque stade face cachée sous la fiche Mechatolrex, remettez les cartes restantes dans la boîte. Maintenant, il est temps de préparer le paquet événements. Séparez les cartes événements en 5 piles en fonction de leur dos que vous mélangerez face cachée. Ensuite, empilez les cartes de stade 5 en commençant par une carte bleue en bas, suivie d'une noire, suivie d'une bleue, etc. Et vous ferez de même avec les autres stades dans l'ordre décroissant, 4, 3, 2 et enfin 1, afin d'obtenir un seul paquet, que vous placerez sur le côté droit de la fiche Mechatolrex. Vous aurez aussi des cartes objectifs que vous séparerez par type. Vous mélangerez chacun de ces paquets, puis vous placerez une carte de chaque type au-dessus de la fiche Mechatolrex de façon à ce que 2 valeurs en points de victoire représentées par ces 2 petites étoiles soient visibles. Les autres cartes seront remises dans la boîte. Il y a également un paquet relique avec un dos comme ceci que vous mélangerez bien et que vous placerez face cachée sur la gauche de la fiche Mechatolrex. Ensuite, chaque joueur se verra remettre un feutre effaçable et une fiche référence. Et enfin, et pour finir, le joueur le plus expérimenté prendra la carte orateur ainsi que les 6 dés et vous serez prêt à démarrer la partie. Mais quel est donc le but du jeu? Eh bien dans Twilight Inscription, chaque joueur prend le contrôle d'une faction majeure de l'univers de Twilight Imperium qui cherche à s'étendre à travers la galaxie. Grâce à sa supériorité technologique, à sa puissance militaire et à sa ferveur industrielle, chaque faction compte devenir la force dominante au sein de la galaxie. Tout au long de la partie, les joueurs marquent leurs fiches de diverses manières dans le but de gagner le plus de points de victoire possible. Le joueur qui en aura accumulé le plus à la fin de la partie sera le vainqueur. Alors, avant de débuter les explications, il est nécessaire de connaître les concepts fondamentaux qui vont suivre pour comprendre et apprendre à jouer à Twilight Inscription. On commence par les fiches des joueurs. En effet, ces dernières représentent leur progression pour devenir une force dominante dans la galaxie. Chaque joueur décide dans quelle fiche s'investir, déterminant sa stratégie. Sa faction sera-t-elle un peuple d'explorateurs intellectuels, d'industriels bellicistes, d'expansionnistes diplomates ou empruntera-t-elle une autre voie? Un joueur peut gagner la partie en se concentrant sur quelques fiches ou en investissant efficacement sur les 4. Il est à noter que les fiches de chaque joueur lui sont propres et que ces derniers ne marquent jamais rien sur les fiches de leurs adversaires. Passons maintenant aux avantages. Les joueurs marquent leurs fiches dans le but de revendiquer des avantages qui sont des icônes dans des cercles en pointillés ou en tirés. Les joueurs revendiquent les avantages d'une façon différente sur chaque fiche.
Lorsqu'un joueur revendique un avantage, il l'encercle. Alors attention, les avantages au contour en pointillé ont un effet que le joueur doit résoudre immédiatement. En revanche, les avantages dont le contour est en tiré peuvent être conservés jusqu'à ce qu'un joueur décide de les dépenser. Pour dépenser un avantage, le joueur le barre tout simplement d'un trait en diagonale. Ces avantages sont tous listés sur la carte référence. Passons maintenant aux ressources qui sont la principale façon dont les joueurs marquent leurs fiches et qui sont représentées sur les dés. Vous avez en rose les matériaux, en bleu l'influence et enfin la recherche en vert. Chaque fiche utilise les ressources de manière différente mais elles suivent toutes deux principes. Premièrement, barrer une icône correspondante. En effet, les joueurs peuvent dépenser une ressource pour barrer une icône correspondante. Par exemple, un joueur peut dépenser 3 matériaux sur la fiche affrontement pour construire un croiseur. Deuxièmement, utilisez une légende d'icône que vous pouvez trouver sur les fiches navigation et industrie. Les joueurs peuvent dépenser une ressource pour résoudre l'effet indiqué à côté de cette icône dans la légende en sachant que les icônes de la légende ne reçoivent jamais aucune marque. Dans cet exemple, un joueur dépense une influence d'un dé sur sa fiche navigation afin de revendiquer un système. Les règles complètes sur la façon de marquer chaque fiche seront décrites sous peu. Le jeu se déroule en une série de rounds. À chaque round, l'orateur révèle la carte du dessus du paquet événement et la lit à haute voix, puis les joueurs suivent les instructions de la carte. Ensuite, la carte est défaussée et un nouveau round commence. La partie continue ainsi jusqu'à ce que les joueurs résolvent l'événement de stade 5, un trône à prendre, qui met fin à la partie. Il existe 4 types de cartes événements. Stratégie, guerre, conseil et production. Les règles de chacun de ces types de cartes seront décrites ultérieurement. Néanmoins, on va s'attarder un instant sur les cartes événements stratégie. En effet, la plupart des cartes du paquet événements sont des stratégies qui fournissent aux joueurs les ressources qu'ils dépensent pour marquer leur fiche. Pour résoudre un événement stratégie, les joueurs effectuent les étapes suivantes dans cet ordre et qui sont rappelées sur les cartes. Premièrement, choisissez une fiche active parmi les 4 en posant votre feutre dessus. Cette dernière devient votre fiche active jusqu'à la fin du round. Ensuite, chacun dépense les ressources fournies par la carte événement en marquant cette fiche. Deuxièmement, l'orateur lance les 6 dés. Troisièmement, chaque joueur dépense les ressources fournies par les dés noirs pour marquer sa fiche active. Chaque joueur qui a débloqué un ou plusieurs dés points forts, qui sont les dés colorés sur sa fiche active, peut également dépenser les ressources des dés débloqués. Avant de continuer sur les événements stratégie, on va détailler les règles concernant les dés points forts. En effet, ces derniers représentent l'investissement d'une faction dans un domaine particulier de sa civilisation. Chaque dé point fort contient un seul type de ressource et 2 de ses faces ont 2 icônes au lieu d'une. Alors attention, même si les dés points forts sont lancés lors de chaque événement stratégie, un joueur ne peut pas utiliser un dé point fort tant qu'il n'est pas débloqué sur sa fiche active comme nous l'avons précisé juste avant. Pour débloquer un dé point fort, le joueur doit dépenser l'avantage point fort correspondant. Ensuite, il souligne l'icône de ce dé près du nom de la fiche active. Quand cette fiche est active, le joueur peut dépenser les ressources obtenues sur ce dé, et ce même pendant le round où il a été débloqué. Revenons aux événements stratégie. Lors de ces derniers, les joueurs peuvent également dépenser les avantages revendiqués pour marquer leur fiche active. En effet, un joueur peut dépenser des avantages venant de n'importe laquelle de ces fiches. Seulement attention, les 2 restrictions suivantes s'appliquent également. D'abord, les joueurs ne peuvent pas marquer les fiches inactives, sauf pour barrer un avantage dépensé pour la fiche active ou si un effet de jeu le demande. Ensuite et enfin, les joueurs ne peuvent pas regarder les fiches des autres joueurs tant qu'ils n'ont pas fini de marquer leur propre fiche active. On va maintenant détailler chacune des fiches en commençant par la fiche navigation qui permet aux joueurs d'explorer la galaxie à la recherche d'avantages et de redécouvrir Mechatol Rex, la capitale déchue de l'Empire Lazax. Il est à noter que les avantages planètes qui s'y trouvent sont particulièrement importants car ils peuvent être dépensés sur la fiche expansion pour débloquer des planètes. La fiche navigation est un réseau de routes hyperspatiales représenté par des lignes pointillées et de systèmes représentés par les petits et grands cercles jalonnant les routes hyperspatiales. La plupart des systèmes contiennent un avantage, mais quelques-uns sont des systèmes vides. En dépensant des ressources, un joueur peut explorer et revendiquer des systèmes.
Un système est exploré lorsqu'une ligne y menant est tracée et il est revendiqué lorsqu'il est encerclé. Au début du jeu, le système natal de chaque joueur est déjà revendiqué et les systèmes adjacents reliés avec une ligne orange préimprimée sont déjà explorés. Pour explorer un système, un joueur dépense soit une ressource matériaux, soit une ressource recherche, comme indiqué dans la légende d'icône de la fiche. Ensuite, il trace une ligne continue sur une route hyperspatiale allant d'un système exploré à un système inexploré. Dans cet exemple, le joueur dépense un matériau pour explorer à partir de ce système et le relie au système planète adjacent. Certains systèmes sont reliés à un trou de verre. Ces derniers offrent des raccourcis vers des territoires lointains et l'accès à des avantages rares, mais attention, les joueurs doivent débloquer la technologie propulseur gravitationnel avant de pouvoir explorer à travers les trous de verre. Nous détaillerons les technologies un petit peu plus tard. Pour explorer à travers un trou de verre, un joueur trace une ligne continue jusqu'au centre du trou de verre, ensuite il choisit un autre trou de verre sur sa fiche et trace une ligne continue allant de celui-ci au système relié. Dans cet exemple, le joueur dépense un matériau pour explorer à partir de ce système et le relie au système avec 2 points de victoire à travers un trou de verre. Pour revendiquer un système exploré, un joueur dépense une ressource influence comme indiqué dans les légende d'icône. Ensuite, il trace un cercle autour du système en sachant que si ce système contient un avantage, ce dernier est revendiqué. Alors attention, je rappelle que les avantages en pointillés revendiqués doivent immédiatement être résolus. Dans cet exemple, le joueur dépense une influence pour revendiquer le système planète qu'il a exploré. Alors attention, revendiquer le système Mechatol Rex offre de multiples récompenses, surtout pour le joueur qui le revendique en premier. Mais tout comme les technologies, nous détaillerons le système Mechatol Rex plus tard dans la vidéo. Abordons à présent la fiche expansion qui fournit à chaque joueur de nombreux avantages qui améliorent l'efficacité de ses autres fiches. Elle fournit également la principale source de population qui peut rapporter de nombreux points de victoire. La fiche expansion contient diverses planètes. Ces planètes sont bloquées au début de la partie et ne sont pas disponibles. Pour débloquer une planète, le joueur doit dépenser un avantage planète, puis barrer l'icône planète, jouxtant le nom de la planète. Dans cet exemple, le joueur dépense un avantage planète de sa fiche navigation pour débloquer la planète Harinam. Il barre alors le coût de cette planète. Pour développer une planète débloquée, le joueur dépense des ressources. Pour chaque ressource qu'il dépense, il barre autant d'icônes correspondantes sur cette planète. Lorsqu'il a barré toutes les icônes ressources d'une ligne ou d'une colonne, il revendique l'avantage indiqué à l'extrémité de cette ligne ou colonne. Dans cet exemple, le joueur dépense une ressource de chaque type et revendique l'avantage population qu'il reporte directement sur son échelle de population, car la colonne est entièrement développée. La fiche expansion contient également 3 docks spatiaux qui peuvent être construits. Pour construire un dock spatial, le joueur dépense soit un avantage planète, soit des ressources jusqu'à ce qu'il ait barré toutes les icônes d'une ligne. Une fois le dock spatial construit, le joueur revendique son avantage en l'encerclant. Dans cet exemple, pour construire le dock spatial du bas, permettant d'utiliser un des points forts bleus, le joueur doit dépenser un avantage planète ou une ressource recherche de plus. Vous aurez peut-être remarqué que le haut de la fiche expansion contient des pistes de ressources. Eh bien, elles n'ont aucun effet sur le jeu. Ceci est juste un outil permettant aux joueurs de garder une trace du nombre de ressources qu'ils ont dépensées pendant un round, et qui peut être utilisé quelle que soit la fiche active. À la fin de chaque round, les joueurs effacent toutes les marques sur ces pistes afin de les réinitialiser pour le round suivant. La fiche industrie représente l'investissement d'une faction dans son infrastructure et son économie. En dépensant des ressources, le joueur peut soit détruire, soit revendiquer des cases de la grille. Alors attention, une case ne peut pas recevoir ces 2 marques. Une case revendiquée ne peut pas être détruite, et vice-versa. Une case détruite est préimprimée sur chaque grille. Pour détruire une case, un joueur dépense une ressource matériau comme indiqué dans la légende d'icône. Ensuite, il barre une case adjacente à une case détruite ou revendiquée, ou en d'autres termes, adjacente à n'importe quelle case marquée. Pour revendiquer une case, un joueur dépense une ressource influence ou recherche, comme indiqué dans la légende d'icône. Ensuite, il encercle l'avantage d'une case adjacente à une case détruite. Dans cet exemple, ces 7 cases peuvent être détruites,
mais seulement 5 d'entre elles peuvent être revendiquées. Chaque case de la grille contient un avantage. La destruction d'une case détruit son avantage, mais c'est souvent un investissement nécessaire, puisque comme nous venons de le voir, les cases ne peuvent être revendiquées que si elles sont adjacentes à une case détruite. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre la destruction et la revendication. Comme indiqué dans la légende d'Icône, 2 avantages spécialités peuvent être dépensés en tant que ressources matériaux ou influence. Alors attention! Ces ressources sont dépensées une à la fois, mais elles doivent toutes être dépensées avant de pouvoir dépenser d'autres ressources ou avantages. Certaines cases de la grille contiennent un motif en X en pointillé accompagné d'une étiquette indiquant un avantage spécialité. Ces cases ne sont pas marquées selon les règles habituelles. Au lieu de cela, un joueur doit dépenser l'avantage spécialité indiqué dans l'étiquette de coup pour détruire cette case. Cela peut fournir un accès rapide à une section éloignée de la grille ou rendre accessible une section séparée. Concrètement, cela veut dire que si vous avez revendiqué un avantage spécialité sur la fiche expansion, vous pourrez soit l'utiliser pour dépenser jusqu'à 4 ressources matériaux comme indiqué dans la légende d'Icône, soit pour détruire la case contenant le X en pointillé et avoir accès à ces avantages lointains. Abordons maintenant le tableau Industrie se trouvant au bas de la fiche Industrie. Ce dernier reflète le nombre de conseillers et de commodités que le joueur a revendiqués. Les conseillers permettent aux joueurs de revendiquer des votes lors des événements conseils. Lorsqu'un joueur revendique un conseiller, quelle que soit la fiche sur laquelle il a été revendiqué, ça peut être la fiche Industrie ou Expansion, il débloque immédiatement l'icône +1 la plus à gauche du tableau en la soulignant. Si le joueur débloque toutes les icônes +1 à gauche d'un avantage point de victoire, il revendique cet avantage. Les commodités permettent aux joueurs de revendiquer des marchandises pendant les événements production. Il existe 3 types de commodités, et chaque avantage commodité vaut une ou 2 commodités de ce type. Lorsqu'un joueur revendique une commodité, quelle que soit la fiche sur laquelle elle a été revendiquée, ça peut être la fiche Industrie elle-même, Navigation ou Expansion, il barre immédiatement l'icône non marquée de ce type la plus à gauche du tableau. Si le joueur barre toutes les icônes commodités de la ligne d'un avantage point de victoire, eh bien tout comme la ligne de conseiller, il revendique cet avantage point de victoire. S'il barre toutes les icônes commodités de la colonne au-dessus d'une icône plus une marchandise, il la débloque en la soulignant. La fiche Affrontement représente les forces armées d'un joueur et les résultats des conflits avec ses 2 voisins, donc les joueurs assis de chacun de ses côtés. En dépensant des ressources, chaque joueur construit et déploie des unités pour combattre ses voisins et revendiquer des butins de guerre. Cette fiche présente de nombreux types d'unités. Chaque unité a un coût, une forme et peut avoir un avantage point de victoire. Le coût et les avantages point de victoire de chaque unité sont affichés sur une bande horizontale, par exemple, un croiseur coûte 3 matériaux et rapporte un point de victoire. Pour construire une unité, le joueur dépense des ressources pour barrer les icônes correspondantes dans le coût de l'unité. Celles-ci peuvent être barrées dans n'importe quel ordre. Lorsque la dernière icône de cette bande de coûts est barrée, l'unité est construite. Ainsi, le joueur revendique l'avantage point de victoire de l'unité et doit déployer l'unité, comme nous allons le voir juste après, mais avant cela, quelques précisions importantes. Les infanteries coûtent une des 3 ressources et ne sont pas limitées en nombre, alors que tous les autres types d'unités sont limités au nombre disponible sur la fiche. Les 2 types d'unités du bas, les cuirassés et les soleils de guerre, sont bloqués en début de partie. Un joueur ne peut pas commencer à construire ses unités tant qu'il n'a pas dépensé l'avantage spécialité indiqué à côté du nom pour barrer cette icône. En ce qui concerne le déploiement des unités, cela se passe sur la grille guerre, qui est divisée en 8 sections. 4 sur la moitié gauche de la grille et 4 dans la moitié droite. Un joueur déploie des unités dans les sections de la moitié gauche pour s'opposer à son voisin de gauche, et il déploie des unités dans les sections de la moitié droite pour s'opposer à son voisin de droite. Les 2 sections du bas sont utilisées pour le premier événement guerre que nous détaillerons après. Les 2 sections suivantes sont pour le deuxième événement guerre, et ainsi de suite. La ligne inférieure de la grille est la ligne de déploiement de départ, qui indique où les joueurs commencent à déployer leurs unités. Les unités sont déployées sur les nœuds de la grille, et certains nœuds de la grille sont des avantages ou des anomalies. Pour déployer une unité, le joueur dessine la forme de l'unité sur la grille guerre en respectant les 6 points suivants. Premièrement, la forme peut être tournée et inversée. Deuxièmement, la forme entière doit être au-dessus de la ligne de déploiement.
Troisièmement, une partie de la forme doit être dans la première ligne de nœud au-dessus de la ligne de déploiement ou adjacente à une autre unité. Quatrièmement, la forme ne peut pas être dessinée sur un nœud anomalie ou un nœud occupé par une autre unité. Cinquièmement, la forme peut chevaucher plusieurs sections. Et enfin, sixièmement, si une unité est dessinée sur un nœud avantage, le joueur revendique cet avantage. Dans cet exemple, un joueur déploie un SDP, puis il déploie un croiseur adjacent au SDP, revendiquant un avantage point de victoire. Alors, attention, pendant une guerre, chaque nœud marqué augmente la force d'un joueur, y compris les avantages point de victoire et population. Les guerres sont résolues lorsqu'une carte événement guerre est piochée, et c'est ce que nous allons voir de suite. Les cartes événement guerre représentent des tensions galactiques qui se transforment en conflits ouverts. Chaque stade du paquet événement, à l'exception du premier, contient un événement guerre. Lorsqu'une de ces cartes est révélée, tous les joueurs résolvent une guerre contre chacun de leurs voisins. Gagner une guerre offre aux joueurs un avantage de grande valeur, alors que perdre une guerre coûte aux joueurs de précieux points de victoire. La force d'un joueur pendant une guerre est déterminée par les nœuds marqués sur sa fiche affrontement. Chaque nœud marqué, y compris les nœuds avantages comme nous l'avons précisé un peu avant, ajoute un point de force à sa section. Dans cet exemple, pour le premier événement guerre, ce joueur a une force de 3 contre son voisin de gauche et de 4 contre celui de droite. Alors attention, la force ne se reporte pas d'une section à l'autre. Les joueurs doivent donc déployer des unités dans chaque section pour maintenir leur puissance militaire. Pour résoudre une carte événement guerre, les joueurs effectuent les 5 étapes suivantes. Premièrement, avancement de la ligne de déploiement. En effet, tracer une ligne sur la ligne horizontale en tirée suivante vers le haut de la grille guerre, c'est la nouvelle ligne de déploiement. Deuxièmement, force totale contre le voisin de gauche. Chaque joueur compte le nombre de nœuds marqués dans la section de gauche immédiatement en dessous de la nouvelle ligne de déploiement. Ensuite, il ajoute tous les bonus provenant d'autres sources, comme la technologie logistique de flotte par exemple, et inscrit le total dans la case à gauche de la section. Troisièmement, force totale contre le voisin de droite. C'est simple, chaque joueur répète la deuxième étape en utilisant la section de droite immédiatement en dessous de la nouvelle ligne de déploiement. Quatrièmement, comparaison au voisin de gauche. Chaque joueur compare le nombre inscrit dans sa case de force de gauche au nombre dans la case de force de droite de son voisin de gauche. Si sa force est supérieure à la force du voisin, il gagne cette guerre et encercle l'avantage au-dessus de sa case force de gauche. Si sa force est inférieure à la force de son voisin, il perd cette guerre et encercle l'avantage négatif de point de victoire sous sa case de force de gauche. En cas d'égalité, le joueur barre les deux avantages de la case de force de gauche, il ne gagne ni ne perd cette guerre. Et enfin, cinquièmement, comparaison au voisin de droite. Chaque joueur répète l'étape 4 en utilisant sa case de force de droite contre la case de force de gauche de son voisin de droite. Une fois que tout le monde a résolu ses guerres, un nouveau round commence. Voyons un petit exemple d'événement guerre. Les Émirats d'Akan résolvent les premières guerres avec leurs voisins de gauche, les Titans, et leurs voisins de droite, les Arboreks. Tout d'abord, le joueur Akan avance sa ligne de déploiement d'un cran sur sa grille guerre. Les sections situées sous cette nouvelle ligne de déploiement sont celles utilisées pour cet événement guerre. Ensuite, il calcule sa force totale. Dans la section de gauche, le joueur Akan a 6 nœuds marqués, il inscrit donc 6 dans la case de force de gauche. Sa force dans la section de droite est 2. Le 6 en force du joueur Akan dépasse le 3 en force des Titans. Il gagne donc cette guerre et revendique cet avantage au-dessus de sa case de force, ce qui lui permettra entre autres de déployer un soleil de guerre, et les Titans revendiquent l'avantage moins un point de victoire. Enfin, les joueurs Akan et Arborek ont la même force. Aucun d'eux ne gagne donc cette guerre, ils barrent les deux avantages jouxtant leur case de force. Voyons maintenant les cartes événements production qui représentent l'aboutissement de la puissance économique de chaque faction. 3 événements production auront lieu durant les stades 2, 3 et 4 de la partie. Lorsqu'une carte événement production est révélée, les joueurs revendiquent des marchandises. Chaque joueur encercle un avantage marchandise sur sa fiche industrie pour chaque icône plus une marchandise qu'il a débloquée dans son tableau industrie. Une fois que tout le monde a résolu l'événement production, un nouveau round commence. Abordons à présent les cartes événements conseil qui représentent la convocation du Conseil galactique.
Lors d'un événement conseil, chaque joueur vote pour un projet dans l'espoir d'obtenir l'issue la plus favorable. Tout comme les événements production, 3 événements conseils auront lieu durant les stades 2, 3 et 4 de la partie. Lorsqu'une carte événement conseil est révélée, les joueurs revendiquent des votes. Chaque joueur encercle un avantage vote sur sa fiche industrie pour chaque icône plus un vote qu'il a débloqué dans son tableau industrie. La première icône plus un vote est débloquée par défaut, de sorte que tous les joueurs revendiquent toujours au moins un vote. Une fois les votes revendiqués, l'orateur révèle la carte projet indiquée par la carte événement conseil. Chaque projet contient une issue approuvée et une issue rejetée. Les joueurs peuvent voter en faveur de l'une ou de l'autre des issues ou s'abstenir tout simplement de voter. Pour voter sur un projet, les joueurs effectuent les 5 étapes suivantes. Premièrement, révélation du projet. L'orateur lit le projet à voix haute et les joueurs débattent des mérites de chaque issue. Deuxièmement, vote des joueurs. Chaque joueur prend sa fiche industrie. Dans la case de vote, chaque joueur marque secrètement une coche à côté de approuvé ou rejeté et inscrit combien de ses votes il émet. Si un joueur s'abstient, il ne marque rien dans la case de vote. Troisièmement, révélation des votes. En commençant par le joueur à la gauche de l'orateur et en continuant dans le sens horaire, chaque joueur révèle les votes qu'il a émis. L'orateur fait la somme des votes pour chaque issue sur la fiche Mecatolrex. Quatrièmement, résolution de l'issue. Une fois les votes émis, pour chaque issue totalisée par l'orateur, les joueurs résolvent l'issue qui a reçu le plus de votes. En cas d'égalité, l'orateur lance un dé noir. Sur un résultat matériau, l'issue approuvée est résolue. Sur un résultat influence ou recherche, l'issue rejetée est résolue. Et enfin, cinquièmement, dépense des votes. Chaque joueur barre un avantage vote revendiqué pour chaque vote qu'il a émis, puis il efface ses cases de vote. Pour finir, l'orateur efface le décompte des votes sur la fiche Mecatolrex. Une fois que chacun a dépensé les votes qu'il a émis, un nouveau round commence. On va maintenant détailler quelques petits points de règle concernant divers éléments de jeu, à savoir la fiche Mecatolrex, les cartes factions, les cartes reliques, les objectifs, les technologies et aussi certains avantages encore non abordés. Mecatolrex fut la capitale de l'Empire Lazax déchu et le siège du Conseil Galactique. Lorsqu'un joueur revendique le système Mecatolrex sur sa fiche navigation, il inscrit le nom de sa faction sur la fiche Mecatolrex dans le premier emplacement vide en partant du haut. Il revendique immédiatement le nombre de votes indiqués à côté de cet emplacement en encerclant les votes sur sa fiche Industrie. Ensuite, il inscrit le nombre de points de victoire de cet emplacement dans la case vide jouxtant le système Mecatolrex sur sa fiche Navigation. Si plusieurs joueurs revendiquent le système Mecatolrex au cours de la même étape d'un round, ils inscrivent chacun leur nom dans une case comme d'habitude, mais ils gagnent chacun les récompenses indiquées pour l'emplacement le plus élevé qui a été rempli au cours de cette étape. Par exemple, si le 3e et 4e emplacement sont remplis au cours de la même étape, les 2 joueurs concernés gagnent les 3 points de victoire et les 3 votes indiqués pour le 3e emplacement. En ce qui concerne les cartes factions, chaque joueur prend le rôle d'une faction de l'univers de Twilight Imperium. Ces cartes ont de puissantes capacités qui offrent aux joueurs des bénéfices dans un ou plusieurs aspects du jeu. Chaque joueur peut utiliser la première capacité de sa carte faction dès le début de la partie, en la résolvant comme décrit dans le texte de la capacité. La seconde capacité est résolue chaque fois que le joueur revendique un avantage faction qu'il peut trouver sur toutes les fiches. Les cartes reliques fournissent de puissants effets à usage unique et rapportent également des points de victoire. Lorsqu'un joueur revendique un système relique sur sa fiche navigation, il pioche une carte relique et inscrit la valeur en points de victoire de la carte dans la case vide jouxtant le système relique. Les cartes reliques sont jouées comme décrit sur la carte. S'il n'est pas indiqué qu'elle doit être jouée immédiatement, le joueur la garde secrète dans sa main jusqu'à ce qu'il décide de la jouer. Après avoir joué une relique, le joueur la place face visible à côté de sa carte faction. Les objectifs permettent aux joueurs de revendiquer des points de victoire supplémentaires, en particulier pour le premier joueur qui a atteint l'objectif. Chaque objectif correspond à une des 4 fiches joueurs. Lorsqu'un de ces derniers remplit la condition indiquée sur l'objectif, il l'annonce et inscrit la valeur en points de victoire de l'objectif dans la case objectif de la fiche correspondante près du nom de la fiche. Chaque objectif affiche 2 valeurs de points de victoire. Le joueur qui atteint l'objectif en premier gagne la plus grande valeur. Tous les autres qui l'atteignent gagnent la valeur la plus petite. Lorsqu'un objectif est atteint la première fois, il est retourné pour rappeler que la valeur la plus élevée n'est plus disponible.
Si, au cours de la même étape d'un round, plusieurs joueurs sont les premiers à atteindre un objectif, ils gagnent tous les deux la plus grande valeur. Concernant les technologies, chaque fiche en contient 2 qui peuvent être débloquées. Un joueur peut dépenser des ressources recherche pour barrer les icônes correspondantes sur les technologies de sa fiche active. Une technologie est débloquée lorsque toutes ces icônes recherche sont barrées. Un joueur peut également débloquer une technologie en dépensant l'avantage spécialité indiqué dans son coût. Les technologies débloquées sont résolues comme décrit dans le texte de la technologie, mais seulement attention! Si une technologie affiche l'entête une fois par activation, elle ne peut être résolue qu'une seule fois à chaque round où cette fiche est active. Dans cette section, on va détailler les seuls avantages que nous n'avons pas encore abordés tout au long de cette vidéo, à savoir les avantages voisins que vous trouverez uniquement sur la fiche navigation et les avantages marchandises sur la fiche industrie. Représentant le territoire d'un voisin, cet avantage ajoute une force à toutes les guerres contre le voisin désigné par la flèche de l'icône. Lorsqu'un joueur revendique cet avantage, il inscrit +1 dans chaque case de force sur la moitié appropriée de sa grille de guerre pour rappel. Pour les marchandises, les joueurs peuvent les dépenser lors de la résolution d'une carte événement stratégie. Chaque marchandise qu'un joueur dépense fournit une ressource au choix du joueur à dépenser sur sa fiche active. Lorsqu'un joueur reçoit l'instruction de dépenser des marchandises gratuites, il ne revendique ni ne barre aucune marchandise. Le jeu se termine après la résolution de la carte événement Un trône à prendre, qui est une carte événement stade 5. Ensuite, les joueurs comptent les points rapportés par leur fiche. Il est à noter qu'un événement spécial au stade 5 du nom d'Empire Ascendant peut avoir lieu. Comme indiqué sur celui-ci, il ne se passe rien durant le round en cours et on passe directement au round suivant qui, en toute logique, sera l'avant-dernier avant la résolution de la carte événement Un trône à prendre. Sur chaque fiche, le joueur additionne les valeurs des avantages points de victoire qu'il a revendiqués sur cette fiche et inscrit le total dans la case fiche près du nom de la fiche. Ensuite, s'il atteint l'objectif de cette fiche plus tôt dans le jeu, il ajoute la valeur précédemment inscrite dans la case objectif à celle de la case fiche et inscrit le total dans la case sous-total. Dans cet exemple, sur sa fiche navigation, ce joueur a remporté 19 points de victoire. Plus tôt, il a atteint l'objectif navigation pour 9 points, son sous-total est donc de 28. Alors attention, sur sa fiche industrie, le joueur ajoute 1 point à son sous-total pour chaque lot de 2 marchandises revendiquées qui lui restent. Ensuite, chaque joueur additionne les sous-totaux de toutes ses fiches pour déterminer son score final que l'orateur inscrit sur la fiche Mecatol Rex à côté du nom de la faction de ce joueur. Si son nom n'est pas inscrit sur la fiche, l'orateur l'ajoute maintenant, mais attention, le joueur ne gagne pas les récompenses de l'emplacement. Le joueur totalisant le plus de points de victoire est le nouveau souverain de la galaxie et remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur concerné détenant le plus de votes revendiqués remporte la partie. Si l'égalité persiste, les joueurs concernés forment une coalition et se partagent la victoire. Voyons maintenant les modes solo et 2 joueurs dans lesquels une intelligence artificielle gère la progression d'une faction. Toutes les règles du jeu que nous avons abordées tout au long de cette vidéo s'appliquent toujours à l'exception des modifications de la mise en place et des événements conseils que nous allons décrire de suite. Allez, c'est parti! Mettez le jeu en place normalement avec les modifications suivantes. Premièrement, placez la fiche Mecatol Rex sur son autre face. Ensuite, mélangez chaque paquet projet et placez chacun de ces paquets sous la fiche Mecatol Rex au lieu d'une seule carte de chaque paquet. Deuxièmement, déterminez le côté de votre voisin dans les parties à 2 joueurs uniquement. L'orateur lance un dé noir. Sur un résultat matériau, il est le voisin de gauche de l'autre joueur pour la partie. Sur un résultat influence ou recherche, il est le voisin de droite de l'autre joueur. Troisièmement, choisissez un niveau de difficulté pour la faction IA. En facile, aucun changement. En intermédiaire, barrez l'icône la plus à gauche de chacune de ces pistes appelée but. Barrez également l'icône non marquée la plus à gauche dans les sections stade 2 et 3 de la piste force représentée par la ressource matériaux. En difficile, barrez les 2 icônes les plus à gauche de chaque piste but, puis barrez l'icône non marquée la plus à gauche dans les sections stade 2 et 3 des 2 pistes restantes.
Après avoir lancé les dés lors d'un événement stratégie, l'orateur marque la progression de l'IA sur la fiche Mechatolrex. Pour chaque dé point fort, l'orateur barre l'icône non marquée la plus à gauche de la piste correspondant au résultat du dé. Alors attention, chaque piste but contient un ou plusieurs buts, tels qu'un objectif spécifique indiqué sur la piste. Lorsque toutes les icônes à gauche d'un but sont barrées, l'IA revendique ce but. Si le but est un objectif, l'IA atteint cet objectif et retourne la carte objectif si elle n'a pas déjà été retournée. Si l'objectif est Mechatolrex, l'orateur inscrit faction IA dans le premier emplacement vide en partant du haut de la fiche Mechatolrex. La faction IA ne gagne rien en atteignant des objectifs, mais elle peut ainsi empêcher les joueurs d'obtenir les meilleures récompenses pour ces objectifs. Si un joueur atteint un objectif au cours du même round que l'IA, le joueur suit la même résolution que pour les joueurs à égalité. Si toutes les icônes d'une piste but sont barrées, l'IA traite tout résultat supplémentaire de ce type comme le résultat indiqué à l'extrémité de la piste. Lors d'un événement guerre, la force de l'IA est utilisée pour chaque guerre pour laquelle un joueur n'a pas de voisin. Pour les parties en solo, cela signifie que la force de l'IA est utilisée pour les deux guerres. La force de l'IA est égale à la valeur au-dessus de l'icône barrée la plus à droite sur la piste matériau de l'événement guerre indiqué. Par exemple, pour l'événement guerre du stade 2, utilisez la section stade 2 de la piste. Après avoir résolu l'événement guerre, tracez une ligne sur toutes les icônes matériaux non marquées dans la section de la piste de ce stade. Cela équivaut à faire avancer la ligne de déploiement de l'IA. Lors d'un événement conseil, les joueurs revendiquent des votes normalement, cependant le processus normal de vote sur un projet est remplacé par le processus suivant. Premièrement, l'orateur pioche la carte du dessus de la pile projet pour le stade indiqué et la glisse face visible sous la carte orateur de sorte que seule l'issue approuvée soit visible. Deuxièmement, il faut piocher à contre-projet. Pour cela, l'orateur continue de piocher des cartes projet de ce stade jusqu'à ce qu'il tire un contre-projet éligible. En effet, si le projet glissé sous la carte orateur affiche une icône étoile à côté de la mention approuvée, alors les cartes projet qui n'ont pas cette icône sont éligibles et inversement. L'orateur glisse le premier projet éligible sous la carte orateur afin que seule l'issue rejetée soit visible. Troisièmement, les joueurs émettent leur vote, mais ils ne cochent pas approuvé ou rejeté. Ensuite, l'orateur trace une ligne sur toutes les icônes influence non marquées dans le stade correspondant de la même piste et il lance un dé noir. L'IA émet un nombre de votes égal au nombre au-dessus de l'icône barrée la plus à droite sur la piste influence du stade correspondant, plus des votes supplémentaires basés sur le résultat du dé, à savoir 0 vote pour la face matériaux, plus 1 vote pour la face influence et plus 2 votes pour la face recherche. Quatrièmement, résolvez l'issue. En effet, chaque joueur qui a émis plus de votes que l'IA résout l'issue qui affiche l'icône étoile, qui est une issue positive. Chaque joueur qui n'a pas émis plus de votes que l'IA doit résoudre l'issue qui n'affiche pas l'icône étoile, qui est une issue négative. Sachez que les issues sont résolues séparément et n'affectent pas les autres joueurs. Et enfin, cinquièmement, dépensez les votes. Tout comme les parties à 3 joueurs et plus, chaque joueur barre un vote revendiqué pour chaque vote qu'il a émis. À la fin de la partie, les joueurs comparent leur score final avec le tableau suivant. Le joueur totalisant le plus de points de victoire remporte la partie si son score est meilleur qu'une défaite de la difficulté sélectionnée. Et voilà pour Twilight Inscription. Un excellent jeu vraiment unique en son genre. En effet, fusionner un 4X et un Roll and Write est un concept incroyable et n'a pas dû être une mince affaire quant à la conception de cet hybride sorti de l'esprit d'un seul homme. Grâce à ses mécaniques de gameplay extrêmement variées qui s'imbriquent parfaitement, ses plateaux double face et son nombre élevé de factions différentes, la rejouabilité est quasi infinie. Ajoutez à cela le fait rare de jouer jusqu'à 8 joueurs et vous obtenez vraiment un must-have. Justement, en parlant du nombre de joueurs, vu la difficulté relative à expliquer les règles, je vous conseille vivement, si vous voulez acquérir ce jeu, de commencer avec des parties à 4 voire à 5 joueurs maximum. Étant donné que les rounds sont joués de manière simultanée, il se pourrait que des erreurs de cochage soient faites involontairement, et il est encore possible pour l'orateur de repérer ces erreurs.
À plus de joueurs, cela pourrait devenir un calvaire et rendre les parties interminables. Si en revanche vous jouez avec 8 joueurs expérimentés, il vous faudra une grande, voire très grande table, mais la partie sera à coup sûr épique. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt les joueurs.